Bonsoir à tous. Oups, non, les lunettes, c'est mieux. Monsieur le maire, monsieur le président de l'Université de Bordeaux, cher Manuel, madame la présidente de l'Université de Bordeaux-Montaigne, chère Hélène, messieurs le président et monsieur le président de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, cher Nicolas, il est Nicolas, transfuge de la Cité du Vin, non. Il est aussi notre trésorier, le trésorier de la Fondation. Et nous en sommes très heureux. Nous sommes très heureux qu'il ait été nommé président de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Monsieur le directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, cher Alain, cher professeur, cher Gilles, cher professeur, cher maître de conférences de l'Université de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne, chers mécènes, chers amis, mesdames, messieurs, il y a plus de 3 ans que la Cité du Vin a ouvert ses portes au public. Sous cette belle appellation, la Cité du Vin a été confiée par la ville de Bordeaux à la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider. Cette fondation a pour mission de sauvegarder, valoriser et transmettre les dimensions culturelles, historiques et intellectuelles du vin. Elle a également pour mission de rendre ce patrimoine vivant et universel accessible au plus grand nombre. Elle conduit ses projets culturels, éducatifs et scientifiques stratégiques autour de 3 orientations majeures. La reconnaissance de la dimension patrimoniale et culturelle du vin, la valorisation et la diffusion de l'ensemble de ses connaissances, et le soutien à la recherche et à la création autour de la culture et des civilisations du vin. Dès la construction du projet scientifique et culturel de la Cité du Vin, il a été très important pour nous de pouvoir nous appuyer sur des scientifiques. Et donc, près d'une centaine de scientifiques ont été réunis autour de Véronique Lemoine, notre responsable scientifique de la Fondation, elle est où Véronique, qui est avec nous depuis le début de l'aventure. Donc, ça date de 2009, on va dire. Et puis, il y a 3 ans, déjà 3 ans d'ailleurs, l'initiative des Vendanges du Savoir, qui a été portée par l'ISVV, donc l'Institut des sciences de la vigne et du vin, c'est mieux que les sigles, l'Université de Bordeaux-Montaigne et l'Université de Bordeaux, a rencontré notre désir de faire venir des scientifiques dans l'auditorium de la Cité du Vin. Bien entendu, dès l'origine de ce projet, nous nous sommes rencontrés et nous avions envie, ensemble, de monter des programmes de conférences pour le grand public. Le programme de ces vendanges est ambitieux. Il faut le soutenir, l'amplifier et lui donner plus de visibilité, notamment dans ce bel auditorium Thomas Jefferson. Je tiens à saluer chaleureusement ce soir les membres du comité de pilotage de ces vendanges qui ont fourni des efforts considérables pour pouvoir toucher tous les publics et qui renouvellent cette belle programmation. Je tiens à remercier également tout particulièrement les mécènes qui ont soutenu au fil des saisons depuis 2016 les Vendanges du Savoir, les domaines François Lurton, le Crédit municipal, la Société Baron Philippe de Rothschild, le Crédit agricole d'Aquitaine, la Fondation Bordeaux Université. Et puis, je voulais vous dire qu'en cette période de vendange, où nous sommes tous très occupés, eh bien, je vois que la salle est extrêmement bien remplie, donc je vous remercie tous d'être avec nous ce soir pour partager ces 3e vendanges du savoir. Merci beaucoup. Je cède la parole à Pierre de Gaëtan Djikam-Moulium, adjoint au maire de Bordeaux. Madame la présidente, ma chérie Sylvie, Madame la présidente de l'Université de Bordeaux-Montaigne, Monsieur le président de l'Université de Bordeaux, Monsieur le président de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, Monsieur le professeur, mon cher Gilles, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais, pour tout vous dire qu'on aurait pu faire, Sylvie et moi, voilà, le mot d'accueil, puisque
Il y a entre la ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole et la Cité du Vin un lien ombilical et que nous sommes évidemment pleinement associés à ce que peut dire Sylvie. Et donc, du coup, je prends à mon compte d'abord les salutations qu'elle vous a adressées, les unes et les autres, les remerciements aussi aux différentes institutions. Et bien sûr, je vous salue à titre personnel d'abord en tant que maire de ce quartier Bordeaux-Maritime qui a le privilège d'accueillir la Cité du Vin. Et puis surtout qui aussi a, avec les institutions universitaires, l'ambition de développer un certain nombre d'actions, de partenariats, et notamment dans la perspective d'un événement qui, évidemment, nous engagera tous dans quelques années et qui a du sens aussi dans le cadre de la rencontre de ce soir, à savoir le sommet Afrique-France des 4, 5 et 6 juin 2020. Je voudrais surtout, par ma présence, vous témoigner de l'intérêt que porte Nicolas Florian, maire de Bordeaux. Donc, il ne pouvait pas être là ce soir. Vous savez que depuis cette matinée, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'actualité, nous avons eu une belle actualité avec la tenue du congrès des régions de France. Nous avons accueilli Monsieur le Premier ministre et donc Monsieur le maire de Bordeaux a évidemment quelques contraintes ce soir, raison pour laquelle il n'a pas honoré de sa présence physique, n'est-ce pas, cette ouverture de la saison des vendanges du savoir. Il y a 2 marqueurs, n'est-ce pas, de la ville de Bordeaux. D'abord, son vin, bien sûr, et puis la science. La science et la place de l'université dans la ville, d'abord par rapport à elle-même et dans son rapport au monde. Je voudrais ici profiter pour saluer le travail de l'Institut des sciences de la vigne et du vin qui a, de manière extrêmement impulsive, embarqué donc l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne dans la construction de ces vendanges du savoir avec la Cité du Vin, une offre culturelle exceptionnelle, dont je voudrais simplement retenir un des axes qui pour moi est important en tant que maire du quartier et également élu de la ville, c'est le rapport au grand public. Le rapport au grand public, comment effectivement la science contribue à éclairer le grand public sur les enjeux de la filière vitivinicole, des enjeux également des changements qui impactent, n'est-ce pas, cette filière de la vigne et du vin. Et je suis très heureux que beaucoup de bacalanais m'aient témoigné de la qualité de la programmation les années précédentes. Et je ne doute pas que la programmation de cette année satisfasse à la fois leur curiosité et leur intérêt. Donc je voudrais m'arrêter là pour vous souhaiter une belle saison et vous dire qu'évidemment, dans ce quartier de Bordeaux-Maritime, évidemment, le vin et la science continueront à cheminer ensemble pour le bonheur de ces Nations Unies du vin qu'est la Cité du Vin. Madame la Présidente, chère Sylvie, Monsieur le maire, cher Pierre de Gaëtan, Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux, cher Manuel, Monsieur le Président de l'ISVV, cher Gilles, Alain et Anna-Maria qui fêtent tant pour les vendanges du savoir. Donc à mon tour de me réjouir de la réussite des vendanges du savoir, 3 ans après la signature de la première convention. Une belle et constructive coopération donc s'est instaurée entre nous, entre donc la Cité du Vin, l'Université de Bordeaux et l'Université Bordeaux-Montaigne, les 2 universités de la place bordelaise, des universités sœurs. Cette coopération montre finalement le succès d'une part de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, mais aussi de la valorisation de la recherche, que tout ceci est possible, que ces alliances sont fécondes et publicitées, puisque on voit le public ce soir est encore nombreux. Donc mettre en lien, en synergie, les sciences que l'on a l'habitude de dire dures et les humanités, donc une synergie que tout le monde appelle de ses voeux depuis plusieurs années. Ici, autour de la vigne et du vin, cette synergie fonctionne avec bonheur.
Car, on le sait bien, il ne s'agit pas de savoir faire du vin, c'est très important. Il ne s'agit pas de comprendre comment on fait du vin. Mais il faut aussi pouvoir en parler, mettre des mots, poser des mots, raconter une histoire sur les façons dont les sociétés ont fait du vin un élément culturel de première instance, comment d'autres se sont appropriés le vin et la culture du vin de façon plus tardive, et comment d'autres aussi ont banni la culture du vin. C'est ici donc toute la place, et je remercie les organisateurs, donnée aux littéraires, donnée aux écrivains, donnée aux musiciens, aux historiens, pour que l'histoire et la géographie de la vigne du vin soient racontées, elles soient comprises et qu'elles constituent un socle identitaire. C'est aussi donner la parole aux musiciens, parce que la musique et la poésie révèlent finalement les émotions que procure le vin, et seuls les poètes et les musiciens sont capables de transmettre ces émotions que nous sentons individuellement. Et enfin, aussi, je pense à la philosophie et les principes qu'elle peut donner et qui essaient de comprendre ce qui fonde la légitimité sociale et culturelle du monde de la vigne et du vin. Donc, 3 belles années de rencontres, de coopération, de transdisciplinarité, de valorisation de la recherche, et nous signons pour 3 années de plus, ce qui veut dire que finalement nous avons réussi à sceller ensemble une coopération durable et donc qui durera très longtemps. Madame la Présidente, chère Sylvie, Monsieur le maire, Madame la Présidente, chère Hélène, président de l'ISVV, son directeur, cher Gilles, chers collègues et puis cher public, parce que c'est grâce à vous que nous allons re-signer cette convention. Finalement, cette affaire est un succès. Et bon, je ne veux pas redire ce qu'a exprimé Hélène Velasco, mais ceci est un succès effectivement parce que lorsque les universités se mettent ensemble pour construire des projets, elles savent plutôt bien le faire. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que l'université, c'est effectivement la pluridisciplinarité. On a traversé des périodes où les anciennes facultés allaient très loin dans la recherche, mais dans des stratégies qui étaient très verticales, très tubulaires. Et aujourd'hui, le progrès, le savoir vient de l'interdisciplinarité, vient de la confrontation des mathématiques avec la littérature, de la confrontation de la physique avec la médecine. Et tel est notre rôle. Alors, j'ai vu qu'on distribuait des pochettes où vous avez 10 ans de l'ISVV. Pour nous, c'est une très grande réussite parce que l'Institut des sciences de la vigne et du vin avait été créé à l'époque par l'Université Bordeaux II, puis l'Université de Bordeaux, parce qu'on voulait réunir les héritiers de la faculté d'œnologie, qui est une référence à la fois scientifique, culturelle, nationale, à laquelle nous tenons beaucoup, mais nous voulions aussi réunir la recherche la plus moderne, à travers nos laboratoires, à travers des grands organismes de recherche comme l'INRA. Nous voulions qu'il y ait cette multidisciplinarité avec l'ensemble des partenaires académiques. Et puis, nous voulions qu'il y ait un lien indéfectible avec la profession. Et je crois que si les universités, pendant trop longtemps, dans notre pays au moins, ont été refermées sur elles-mêmes, aujourd'hui, elles ouvrent un temps qui est un temps d'ouverture et qui est un temps de lien avec leur environnement. Et l'Institut des sciences de la vigne et du vin en est un très bel exemple, où il y a la formation, la recherche, le transfert, c'est-à-dire essayer de répondre aux préoccupations d'une filière, d'une profession. Et puis, il y a l'ouverture sur son environnement. Et cet environnement, c'est vous. Ces universités, ce sont aussi vos universités. Et on souhaite
que dans leurs actions, nos facultés, nos instituts, elles puissent partager le savoir. Et puis la Fondation, ses mots-clés, c'est la culture, c'est la civilisation. C'est le rôle de l'université que de porter le progrès, de porter le savoir pour aller plus loin, pour amener nos chercheurs et nos enseignants vers un lendemain meilleur. Et ceci passe par des réussites comme celle-ci. Et je crois que nous sommes tous très heureux de s'engager encore pour 3 ans. Bravo à la Fondation, parce que Sylvie Caz avait l'air de dire ça fait longtemps, mais le chemin parcouru a été rapidement parcouru. Et je crois que c'est un grand succès pour la ville, pour la métropole et pour nous tous. Bravo à tous les acteurs, Anna Binet, Alain Blanchard, Gilles de Revel, tous ceux qui contribuent à cette réussite. Et puis, comme le disait la présidente, merci à vous, parce que c'est grâce à vous que l'on peut faire vivre cette communion entre l'université, l'académie et puis le citoyen. Merci. Bonsoir. Nous sommes très heureux, Gilles de Revel et moi-même, de refaire ce duo qui est déjà une forme de tradition. Alors Gilles, cette fois-ci, étant donné que la soirée est sous le signe de la musique, est-ce que nous allons le chanter? Non, c'est vrai? Bon, peut-être l'année prochaine. Nous allons répéter peut-être l'année prochaine. Bien, je vais donc vous parler, moi, de l'esprit des vendanges du savoir, et Gilles va parler de la lettre, c'est-à-dire des réalisations de ces dernières années. Les vendanges du savoir sont donc un concept, c'est-à-dire il est basé, on l'a entendu plusieurs fois au cours de ce début de soirée, elles sont basées sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire une rencontre entre des chercheurs qui viennent d'horizons très différents. Et pour ces rencontres et pour la réalisation de ce concept, l'Université de Bordeaux, à travers l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux-Montaigne et la Cité du vin, à travers la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, se sont mis ensemble pour réaliser justement ce projet et que ce concept devienne une réalité. Alors, cette réalité, elle est en fait déclinée par et à travers différentes actions, à travers les conférences, le premier mardi de chaque mois, à travers les dégustations savantes, à travers des tables rondes autour d'un film qui a comme thématique le vin, et à travers aussi, et ça a été la nouveauté du mois de juin, les balades savantes. Ça, c'est une innovation dont nous sommes aussi très contents. Donc, toutes ces actions, toutes ces réalisations, évidemment, demandent une mise ensemble, une harmonisation d'éléments qui sont au départ très différents. Comme je l'ai dit, les chercheurs viennent d'horizons fort différents. Nous travaillons avec grand plaisir avec la Cité et sa fondation, et là aussi, ce sont des personnes qui ont des expériences différentes. Mais nous allons essayer de continuer encore cette année à justement harmoniser tous ces éléments et à faire, pour utiliser la terminologie du vin, un bel assemblage et donc à créer une cuvée 2019-2020 des vendanges du savoir, et j'espère qu'elle sera d'excellente qualité et j'espère que vous viendrez la déguster avec nous. Merci. Voilà, et sans transition, peut-être juste une diapositive qui était sur le mur, c'était l'ensemble des personnes qui représentent justement le comité d'organisation, le comité de pilotage de ces vendanges du savoir. C'est important de les mettre parce que vraiment, non seulement nous sommes nombreux à participer à cette organisation, mais nous apportons en effet tous nos éclairages différents et, comme on l'a dit déjà
plusieurs fois dans cette soirée, cette multidisciplinarité qui est chère à nos cœurs, qui est chère également à l'idée, comme on vient de le citer, à l'université elle-même, mais aussi à ces vendanges du savoir. Donc, ces vendanges du savoir, ça fait 3 ans, tout le monde l'a répété aujourd'hui, et je crois que pour nous, c'est un moment assez fort. Nous étions là il y a déjà 3 ans pour lancer un concept nouveau, comme on vient de le rappeler. C'est des réalisations qui ont eu lieu maintenant. Certains en sont fidèles, et vraiment, je crois que les mots ont été dits plusieurs fois par chacun d'entre nous. Merci, merci beaucoup à vous d'être là si nombreux ce soir, et donc déjà de nous faire confiance pour l'année qui arrive, ce qui est formidable comme encouragement. On a réalisé des conférences, des rencontres, des dégustations, des balades. Cela fait à peu près 35 événements. C'est déjà beaucoup, sans doute. Hein, c'est encore à venir et on le multipliera. C'est également, si on compte un petit peu, c'est également 4600 participants, en moyenne en tout cas, de ce qu'on a pu compter, et c'est 12 000 écoutes sur podcast de nos conférences ou de nos interventions. Et ça, je crois que là aussi, par ces chiffres, je ne vais peut-être pas tous les rappeler, mais par ces chiffres, c'est important de voir finalement l'écho que nous avons en voulant parler au public, médiatiser nos savoirs et intervenir dans le débat de la société. Je pense que nous sommes là pour cela, pas simplement pour transmettre, chose qui est notre rôle d'universitaire, mais pour participer au débat que la société nous porte, veut également de temps en temps nous provoquer. Et je pense que les scientifiques ont évidemment cette mission, c'est de parler au public des débats de la société qui les affectent. Voilà. Je reviendrai peut-être pas trop sur les éléments dans le détail. Sachez que la multidisciplinarité, elle est inscrite dans nos gènes et sur la toile derrière moi. L'ensemble de ces conférences ou de ces interventions ont pu montrer justement l'intérêt, et Hélène a bien voulu le rappeler, l'intérêt de cette interdisciplinarité. C'est ce que nous avons voulu faire. On ne le compte pas, hein, c'est ce qu'Anna a répété tout à l'heure. On n'a pas mesuré exactement, on n'est pas là à savoir exactement combien de littéraires vont parler ou combien de viticulteurs, ou en tout cas de sciences viticoles, vont discuter, mais l'ensemble fait finalement un brassage très, très intéressant. Voilà. Nous avons maintenant un programme à vous compter, et on va laisser la parole, bien sûr, à la musique, mais aussi très vite à nos collègues qui vont raconter ce qu'on va voir cette année. Voilà, merci beaucoup d'être là, merci d'être si nombreux, et Anna, je te laisse la parole. Alors j'ai l'honneur de vous présenter les musiciens de ce soir. Françoise Mondé, qui est mezzo-soprane, qui a étudié le chant au Conservatoire de Bordeaux dans la classe de Robert Massart, et ensuite à Paris au Conservatoire dans la classe de la grande Régine Crespin. Elle a fait ses débuts à l'Opéra Bastille, au Théâtre du Châtelet, et elle a incarné sur scène de grands rôles du répertoire, comme par exemple Carmen, sous la direction de Casadzù. Elle fait partager actuellement, elle a travaillé aussi avec Éliane Lavaille, qui est bien connue ici à Bordeaux. Elle a chanté d'ailleurs la Passion des Requiem, de Verdi et de Mozart, et la Passion aussi, je crois que tu avais chanté sous la direction d'Éliane Lavaille. Elle fait partager actuellement donc sa passion du chant, ses connaissances auprès de chorales, comme par exemple Opus 33. Et évidemment, elle se produit régulièrement en récital. Rose Rigla a fait des études, notre pianiste de ce soir, a fait des études musicales à Paris et des études de musicologie à Bordeaux. Elle enseigne le piano au Conservatoire de Bordeaux, et elle accompagne aussi les classes de chant, de danse classique et moderne. Elle est actuellement chef de chant. Yves Tastet joue de l'alto au sein du Quatuor à cordes La Boétie, du trio Kypris, de l'ensemble baroque de Toulouse et de l'ensemble orchestral d'Aquitaine d'Éliane Lavaille.
Avec la compagnie Le Clou de Louis, il participe à des spectacles en costume, avec chorégraphie du siècle de Louis XIV, où il dit des fables de La Fontaine ou des lettres persanes de Montesquieu. Il propose aussi un tour de chant, moins classique, composé de chansons françaises humoristiques. Je vous demanderai de bien vouloir applaudir nos musiciens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur le thème du vin, bien sûr, Françoise donc a choisi quelques airs très variés, mais tous composés entre 1860 et 1900, à la fin du 19e siècle. Donc, elle va commencer par un extrait de La Chauve-souris, opérette de Johann Strauss, que tout le monde connaît, créée en 1874, d'après une pièce française qui s'appelait Le Réveillon et signée Meilhac et Halévy. Meilhac et Halévy, ce sont les librettistes des plus célèbres opéras bouffes d'Offenbach, La Belle Hélène, La Grande Duchesse de Gerolstein, La Vie parisienne, La Péricole aussi. C'est d'ailleurs Offenbach qui avait convaincu Johann Strauss d'écrire des opérettes à partir de 1870, parce que jusque-là, Johann Strauss n'avait écrit que de la musique de danse, des valses, des polkas, des mazurkas. La Chauve-souris est la seule opérette de Johann Strauss qui se passe à Vienne. Au début de l'acte 2, le prince Orlovski, qui est un prince russe, un jeune homme, chanté par une mezzo-soprane comme Chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart. Donc Orlovski donne une grande fête, mais il est lui-même tellement blasé qu'il n'y prend aucun plaisir. Il veut que ses invités mangent et boivent, mais lui-même ne participe pas au repas. Il ne croit pas du tout en l'amour, mais il veut que les petites femmes de Paris qu'il a invitées aient du succès, bien évidemment. Voilà donc ce que chante le prince Orlovski dans la traduction française du livret allemand d'après une pièce française. Et vous êtes ses invités.
la saison qui va commencer donc, dès ce semestre va commencer avec Michel Houellebecq. Alors rassurez-vous, nous n'avons pas invité Michel Houellebecq. Il ne va pas nous mettre le désordre dans l'amphi. Mais il ne sera pas là. Mais par contre, nous avons invité, vous savez que Michel Houellebecq est l'écrivain le plus lu dans le monde, hein, l'écrivain français qui est le plus lu dans le monde. Il parle beaucoup du vin. Et nous avons donc demandé à une chercheuse en littérature qui vient de l'autre côté de la planète, une Australienne, Jacqueline Dutton, qui va présenter le vin dans la littérature de Houellebecq, voir comment il en parle, comment il prend le vin, comment il le décortique et comment il en parle. Et vous voyez, sur cette diapositive, vous avez tous les pourcentages des pages sur lesquelles vous retrouvez tout ce qui y a trait au vin dans les livres de Houellebecq. Et c'est quand même assez important. Hein, et donc, c'est preuve qu'il est assez fasciné par ça, d'autant plus qu'il l'a même filmé récemment avec Depardieu dans le livre qui s'appelle, dans le film de Thalasso, hein, c'est ça. Je ne l'ai pas vu ce film-là, mais c'est intéressant. Peut-être qu'on pourra aussi en parler de cette histoire du rapport de Houellebecq par rapport au vin. Donc ça va être la première séance des Vendanges du Savoir par rapport à la littérature et qui sera donc le 5 novembre, mardi 5 novembre, avec donc Jacqueline Dutton qui vient d'Australie pour nous en parler. La deuxième présentation restera dans les sciences sociales, avec l'histoire cette fois-ci, où on a demandé à un Bourguignon, Olivier Jacquet, qui est un historien, et qui va nous parler, alors on va complètement changer de sujet, mais qui va aborder le sujet des appellations d'origine contrôlée. Vous savez qu'on fête les 100 ans des appellations d'origine contrôlée cette année. On a demandé à un Bourguignon, parce que, évidemment, les appellations d'origine contrôlée, ça rime bien avec la Bourgogne, mais il faudra quand même, je vous souffle quelques questions qu'on pourra lui poser. Les appellations d'origine contrôlée ne sont pas françaises. Tout le monde croit que c'est français, mais ça n'est pas français. Ça vient d'Italie au départ avec le Chianti, ça peut venir de Porto en 1756. Donc l'origine des appellations d'origine contrôlée, et heureusement d'ailleurs, ça n'est pas français, c'est un modèle euro-méditerranéen. Et donc Olivier Jacquet pourra venir nous en parler. Voilà. Et donc ça sera les deux premières séances des Vendanges du Savoir qui seront très orientées quand même sciences sociales, littérature d'un côté et puis histoire de l'autre. Voilà. On entame avec un deuxième air d'opéra là, à ce stade. Voilà. La Mascotte donc, est un opéra comique d'Edmond Audran, créé en 1880, qui raconte les amours de Bettina, gardeuse de dindons, glou, 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 et de Pipo, qui aimait bien ses moutons, vous connaissez tous le duo. Au milieu de cette idylle campagnarde, 3 paysannes chantent les mérites du petit vin doux.
quand on m'a demandé de présenter le deuxième semestre des Vendanges du Savoir, j'ai cherché tout de suite une citation et j'ai pensé à Montaigne. Montaigne, dans les essais, il y a toute une partie des essais où il parle de l'art de conférer. Et Montaigne nous dit ceci: « Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est à mon gré la conférence. » Et plus loin, il rappelle ce qu'il faut faire, cette nécessité de regard critique, cette nécessité d'échange, de discussion. Et donc, ces éléments-là, vous l'avez bien compris, ce sont des éléments que nous tenons à transmettre dans les Vendanges du Savoir, en particulier cet esprit de curiosité que l'on va voir au cours de ce second semestre. Donc, nous allons commencer le 18 février 2020 avec un titre un peu surprenant, « Ça grouille sous la vigne ». Alors, « Ça grouille sous la vigne », c'est Lionel Rangeard, directeur de recherche à l'INRA de Dijon. Gilles de Revel vous a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'échanges entre l'Université de Bordeaux et nos collègues bourguignons. Et donc, il a beaucoup travaillé sur les micro-organismes, en microbiologie, et il va vous faire part de ses recherches sur toute cette présence des micro-organismes nécessaires à la vigne et nécessaires, évidemment, par la suite à l'élaboration du vin. Le 3 mars 2020, nous continuerons avec une autre conférence, Fake Wines, enquête dans une bouteille. Alors, Paul Claudel disait « Il y a 1000 années d'histoire dans un vieux flacon ». Là, on va découvrir tout autre chose avec Tristan Richard, qui est professeur d'énologie à l'Université de Bordeaux et qui montrera, grâce à la chimie, comment on peut traquer la contrefaçon. Et c'est le type de recherche qui est vraiment au cœur de la cité. C'est l'un de notre thème favori aux Vendanges du Savoir, les recherches au cœur de la cité. Pourquoi ? Parce que cette manière de traquer la contrefaçon intéresse la douane, intéresse le monde de l'entreprise, intéresse les propriétaires de grands crus, intéresse le monde du négoce, en fait, intéresse tout simplement, comme on dit aujourd'hui, la société civile. Connaissez-vous l'expression « sortir de la cuisse de Jupiter » ? C'est ce que nous découvrirons le 7 avril 2020, non pas avec Jupiter, mais avec son homologue grec, Zeus, et son fils, Dionysos, dieu du vin, et plus encore, présenté par Vinciane Pirenne-Delforge. Alors, Vinciane Pirenne-Delforge est professeure au Collège de France, où elle est titulaire de la chaire Religion, Histoire des sociétés dans le monde grec antique. Et, je vous rassure, elle nous dira tout sur Dionysos. Et puis, nous terminerons le 5 mai 2020 par une question. Et poser des questions, c'est aussi le propre des chercheurs. Cette question est la suivante. Une pinte de vin ou une poignée de main, quelle différence ? Et c'est Mathieu Lecoutre. Mathieu Lecoutre est un historien, il est professeur d'histoire en classe préparatoire, chercheur associé à l'équipe alimentation de l'Université de Tours. Il travaille sur la sociabilité autour du vin, sur le boire en France depuis le Moyen-Âge, sur le goût de l'ivresse. Il a fait une très très belle thèse sur ça. Et donc, vous aurez toute une série d'éléments sur la sociabilité autour du vin dans les milieux populaires. Et pour terminer cette présentation, laissons donc la place à la musique avec un
grand succès des années 1900 qui correspond au titre de la conférence, la pocharde. Merci beaucoup pour la transition, effectivement. Je suis pocharde. Le titre est sur la partition, il y a marqué « Chansonnette comique ». Elle a été composée par Louis Birec, un illustre inconnu, mais créée par Yvette Guilbert en 1897. L'auteur des paroles, Léon Laroche, a utilisé des expressions argotiques de la Belle Époque. Par exemple, « J'ai pincé mon petit plumet ». Alors, vous pouvez prendre un dictionnaire français argot de 1896, ou regardez sur Internet, ça va plus vite, et vous trouvez qu'avoir un plumet ou avoir son coup de plumet, ça signifie tout simplement être ivre, parce que ça signifie s'empourprer le visage comme le plumet d'un uniforme. Voilà, l'auteur du texte était bien un homme, parce que quand une femme se dévergonde, il lui fait dire « Je suis plus une fille, je suis un garçon ». Voici donc l'ivresse complètement assumée.
Voilà, donc des conférences, bien sûr, et puis c'est pas tout, aussi des dégustations. Alors, on a appelé ça des dégustations savantes. Alors, surtout, ne pensez pas que c'est réservé à quelques esprits très particuliers. C'est fait pour vous, pour nous tous, voilà, amoureux, amateurs de vin. Et cette année, donc, comme les précédentes saisons, donc, il y a 3 dégustations savantes qui sont programmées. Et la première, voilà, donc, qui a trait en fait à un sujet qui est toujours, voilà, qu'on discute beaucoup, à la fois dans le milieu scientifique, mais aussi en fait quand il faut ouvrir une bouteille, doit-on l'aérer, pas l'aérer, etc. Et ce qui, comment faire vieillir les vins, qu'est-ce que c'est l'oxygénation des vins. Et pour en parler, donc une collègue de l'ISVV qui enseigne, Stéphanie Marchand, et qui va venir vous parler de ce sujet très important. Voilà. La suivante, voilà, donc avec une transition d'ailleurs qui est toute trouvée, puisque le Porto, c'est aussi en fait un équilibre entre aussi le jeu finalement de l'oxygène, alors pour certains, moins pour d'autres. Et pour en parler, en fait, Gilles de Revel, alors qui est ici et qui est un amoureux en fait de cette production, et ce qui le ramène probablement à ses années de postdoc quand il était tout jeune, et qui le travaillait en fait dans ces laboratoires de cette ville magnifique de Porto. Et il va vous parler en fait de ce vin de Porto, l'éternité en bouteille, puisque c'est un vin qui vieillit pour toujours dans ces bouteilles fabuleuses et dans ces caves fabuleuses de cette ville de Porto. La dégustation suivante, voilà, donc avec une autre collègue de l'ISVV, Sophie Tempère, une collègue aussi pleine de talent, et qui en fait parlera aussi d'un sujet que vous connaissez bien, c'est le goût de bouchon, ou ça sent le bouchon. Et en fait, ça paraît tout simple finalement, et quand on regarde un peu plus scientifiquement, eh bien, elle vous expliquera que c'est un peu plus compliqué que ça, et que notre perception les uns les autres de ce goût de bouchon est bien différente. En tout cas, notre sensibilité peut être considérablement différente d'un sujet à un autre. Et donc, pour vous faire percevoir ce goût de bouchon et vous montrer en fait toute la complexité derrière, elle aura en fait, je pense, toute une batterie d'exercices qu'elle a déjà utilisés avec, bien sûr, les étudiants de l'ISVV. Et voilà, donc les dégustations savantes, c'est comme les conférences. Pensez à vous inscrire. Malheureusement, le nombre de places est assez limité, à peu près une 40aine de places pour chaque dégustation. Donc vite, ça se remplit très vite. Donc soyez dans les premiers en fait à cocher la case sur le site de la cité, pour vous inscrire le plus tôt possible. Et sans transition, donc je laisse la place aux musiciens. Merci. La Grande-Duchesse de Gerolstein, le célèbre opéra bouffe d'Offenbach, créé à Paris en 1867. En fait, de Gerolstein a été rajouté au titre au dernier moment pour éviter l'incident diplomatique avec le Grand-Duché du Luxembourg. La créatrice du rôle-titre était bien sûr Hortense Schneider, l'égérie d'Offenbach, qui sera fêtée dans quelques jours à l'Opéra de Bordeaux. Au premier acte, elle chante « Ah, que j'aime les militaires ». Au deuxième acte, elle chante « Dites-lui qu'on l'a remarqué distingué ». Et au troisième acte, lors de son mariage avec le prince Paul, elle boit dans l'immense verre de ses ancêtres. Et donc, elle parodie la chanson du roi de Tulé.
Alors, la science nous aide beaucoup. La science nous aide à comprendre la nature. La science nous aide à décrypter les lignes des écrivains. La science nous aide à éclairer l'histoire. La science nous aide aussi à prendre de la hauteur par rapport à des faits de société. Et c'est un format que vous connaissez déjà, que nous vous proposons aussi cette année. Donc c'est un débat. C'est un débat qui suivra la projection d'un film. Donc, alors pour ceux qui ont des tempes grises, vous expliquerez à vos voisins ce qu'étaient les dossiers de l'écran. Donc c'est un format que nous avons déjà adopté l'année dernière et l'année précédente. Nous avions passé entre autres un film qui évoquait la contrefaçon avec le faussaire Rudy Kurniawan. Nous avons aussi l'année dernière passé un autre film qui parlait des sciences. Et cette année, eh bien, nous revenons sur un épisode que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est quelque chose d'assez tragique. Tout à l'heure, on parlait du vin doux qui faisait glou, glou. Là, on est plutôt dans le vin dur, puisqu'on revient avec un film de Sébastien Lecor. C'est le vin de la guerre, la guerre du vin. Donc un film de Sébastien Lecor qui revient sur un épisode assez tragique qui s'est passé dans les années 70, en 1976 exactement, qui a eu lieu dans ce midi viticole qu'on appelle le Midi Rouge pour pas mal de raisons, et qui revient sur un épisode sanglant. On se souvient des grandes révoltes vigneronnes du début du XXe siècle, en 1907, avec énormément d'affrontements, des soulèvements que vous pouvez découvrir dans notre parcours permanent. Mais là, c'est un événement donc relativement récent et qui a été tragique puisque, vous le verrez dans le film, il y a eu des morts autant du côté de la police que du côté des vignerons. Donc un épisode extrêmement tragique. Et pour éclairer ce passage, donc ce film de Sébastien Lecor qui va revenir, alors ce n'est pas un film qui revient complètement en 1976, c'est un film qui nous montre 40 ans après les vignerons de 2016 qui évoquent la mémoire de ces événements. Et puis, donc, nous aurons, pour nous aider à réfléchir à ces événements et à voir ce qu'ils signifient pour notre société, bien, plusieurs invités, dont en particulier Edward Lynch, qui est un historien, un ruraliste, et qui s'intéresse beaucoup aux sociétés rurales et à la façon dont il s'insère dans notre société de façon générale, ainsi qu'Hervé Hanin, qui est responsable du développement à l'Institut des hautes études de la vigne et du vin, intégré dans l'école de Montpellier, enfin Montpellier Supagro, qui lui est économiste. Et nous aurons d'autres invités également, donc pour nous aider à réfléchir à ces événements qui, comme je le disais, le vin, ça n'est pas toujours doux. Voilà. Et alors, pour adoucir les mœurs, bien, j'appelle encore une fois les musiciens. Ernest Chausson est né en 1855 et décédé en 1899. Donc le calcul est rapide, vous voyez qu'il est mort jeune à 44 ans, totalement bêtement d'un accident de bicyclette. Il a laissé assez peu d'œuvres parce qu'il était très très exigeant et il a beaucoup détruit de ce qu'il avait écrit. Il nous reste quand même un opéra entier, le Roi Artus, le poème pour violon et orchestre, le concert pour violon, piano et quatuor à cordes, et une cinquantaine de mélodies, dont la chanson Perpétuelle et le poème de l'amour et de la mer, dont l'enregistrement par Marie-Nicole Lemieux et l'ONBA vient de sortir. Je vous le recommande, c'était la petite page de publicité. Des 7 mélodies opus 2 qu'il a publiées en 1882, il considérait que Hébé était la plus réussie. Le poème est écrit par une femme, Louise Ackermann. Il évoque donc Hébé, la déesse grecque de la jeunesse, qui servait à boire aux autres dieux de l'Olympe. L'auteur finit en s'apitoyant sur sa jeunesse perdue, mais le texte est un peu alambiqué. Par exemple, quand il dit « Notre œil suit les chansons », il faut bien sûr comprendre « L' » et chanson pour désigner celle qui sert à boire.
Voilà, mais la mélodie est très très belle. Pour faire grec, Chausson ne l'a écrite ni en majeur ni en mineur, mais en mode phrygien, donc en mode antique. Ça lui donne un charme très particulier. Bien, pour présenter les balades savantes. Alors les balades savantes, c'est quoi? C'est une idée qu'on a eue cette année, un dispositif qu'on a mis en place cette année, on a fait un essai, puis on s'est aperçu que ça marchait très bien. Donc on va vous le reproduire cette année au mois de juin à peu près. Donc c'était l'idée, c'est le retour à la terre. C'est-à-dire que à l'INRA, on aime bien parler du retour à la terre, c'est-à-dire que il faut aller sur le terrain, il faut aller voir le paysage. Il faut aller voir à la rencontre des chercheurs, et c'est ça qu'on va vous proposer dans ces balades savantes, d'aller voir les chercheurs, discuter avec eux à l'occasion de stands qu'on met en place, qu'on propose dans un univers un univers un peu scientifique. En l'occurrence, c'était au Château Couin, c'est qu'on a fait ça cette année, qui est le château possédé par l'INRA et dont nous sommes très fiers parce qu'il est un peu la vitrine de l'Institut national de la recherche agronomique. Et on a demandé à tous les chercheurs, à plusieurs chercheurs de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, donc à la fois de l'Université de Bordeaux, de l'INRA, de Bordeaux Sciences Agro, eh bien de venir à la rencontre des citoyens que vous êtes et de venir un peu interagir cette fois-ci. Donc vous pourrez venir voir sur une question particulière, ça peut être par exemple sur les vins bio, on peut demander à Denis Thierry de nous parler des vins bio et puis d'expliquer en interaction avec les citoyens qui viendraient le voir pour expliquer la problématique de qu'est-ce que c'est que la viticulture bio. Ça peut être aussi les vins nature, ça peut être aussi les cépages résistants, les variétés résistantes, les innovations qu'il y a dans le modèle du vin, et puis les enjeux économiques, évidemment, les enjeux d'histoire, les enjeux de littérature. Bref, on crée un certain nombre de stands dans un château, dans un univers en réel, où vous pourrez venir à la rencontre des chercheurs de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, et puis voir un peu, comprendre, mais cette fois-ci en interagissant sur le terrain.
Voilà, c'est un peu ça le principe des vendanges du savoir. Et donc, cette année, ça a très très bien marché. On est très content de cette initiative. Et donc, on va vous la reproduire, vous la reproposer au mois de juin prochain. Voilà. Donc, on n'a pas encore la date fixée, mais surveillez sur le site Internet et vous vous inscrivez assez rapidement parce que là encore, le nombre de places va être assez limité. Voilà, merci. On passe à la... Emmanuel Chabrier, 1841-1894, a connu la gloire avec Espagna, tout le monde connaît, en 1883. Mais auparavant, il avait écrit une opérette avec Verlaine, intitulée « Fiche ton camp », et aussi un opéra comique, L'Étoile, où le chœur chante des couplets au texte vraiment provocateur. Le pâle est de tous les supplices le principal et le plus rempli de délices. Et enfin, en 1879, il a écrit une autre opérette, Une éducation manquée. Hélène qui sort du couvent et Gontran, qui a été élevé par un précepteur qui lui a appris l'hébreu, viennent de se marier, mais leur éducation manquée ne leur a rien appris sur l'amour. Voilà que le sage précepteur, Pausanias, fait son entrée et il a visiblement un coup dans le nez. L'idée de relier les vendanges et le savoir est sans doute une idée assez récente, mais celle de relier le vin et l'amour remonte à la plus haute antiquité. En 1700, une poétesse toulousaine, Jeanne de Ségla, primée aux Jeux floraux de Toulouse, donc, s'en moque déjà. Quand l'envie tout célébrer Bacchus et l'amour. Moi, je vais chanter un fromage. Ne croyez pas que dans ce jour, mon cœur aimable Dieu vous refuse un hommage. Ce fromage nous peint ta force et ta douceur. Il porte dans nos sens une douce chaleur. Ce tendre amour, il tourne à ta gloire. Bacchus, son goût piquant excite le buveur. Et c'est par lui qu'Iris apprend enfin
laisse Françoise conclure, bien sûr, par donc, la célèbre valse de la péricole d'Offenbach, notre grand triomphe d'Hortense Schneider en 1868. Bien, pour conclure cette soirée, nous allons passer maintenant à la signature de la convention de partenariat qui relie donc la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Donc, j'invite donc nos présidents à venir nous rejoindre pour la signature de la convention. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, merci à toutes et tous. Je vous invite donc à venir boire un verre de l'amitié au premier étage dans les salons Lafayette, un verre qui est organisé donc en partenariat avec le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Merci à tous nos partenaires et à nos mécènes pour ces futures vendanges du savoir. Et donc nous vous donnons rendez-vous le 5 novembre dans l'auditorium pour la première conférence. Juste un petit rappel, sachez que sur le site internet de la Cité du Vin, donc www.lacitéduvin.com, vous pouvez retrouver à la fois donc, toutes les conférences en ligne pour réserver vos places et également des podcasts pour réécouter les conférences antérieures. Merci, bonne soirée.